À la une de cette édition, la Oumma islamique a célébré ce lundi Ashura, 10e jour du nouvel an musulman, une fête marquée par des prières et des retrouvailles autour de plats délicieux. Nous irons ce soir à Tombouctou pour nous intéresser au caractère religieux et culturel de cette fête. Fin à ces goûts du 13e symposium malien sur les sciences appliquées. Les travaux sont sanctionnés par des pistes de solutions pour faire face au changement climatique. Grand format de ce 20h, suite de l'hommage de la rédaction aux femmes dans le cadre de la panafricaine de la femme. Projecteur ce soir sur Madame Fatoumata Dia. Elle évolue dans la pisciculture à Mopti. Son combat assurer son autonomisation. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. Bonsoir. La Oumma islamique a célébré aujourd'hui Ashura. C'est le 10e jour du nouvel an musulman. Ashura est surtout fêté la veille, c'est-à-dire hier soir. Partons dans la cité religieuse de Tombouctou où les fidèles musulmans ont prié et lu le Saint-Coran toute la nuit. Ashura à Tombouctou, c'est aussi ce côté culturel marqué par un festin dans les familles. Yaya Tandina nous en dit plus. Ashura, événement religieux en islam qui a lieu le 10e jour de Muharram, premier mois de l'année dans le calendrier musulman. Il s'agit d'une commémoration très importante pour les sunnites et les chiites. À Tombouctou, il est célébré sous deux angles. L'aspect religieux marqué par des lectures du Saint-Coran, prières et invocations divines pour accueillir l'année nouvelle 1444. Et le côté culturel marqué par des rencontres de groupes d'âge qui se retrouvent pour des copieux repas appelés Kousou Sassara, comprenez par là marmite alignée, symbole de nourriture en abondance. Il y a beaucoup d'activités qui sont autour de ces grands jours. Par exemple, les multiples lectures de Coran qui se font dans les mosquées, qui se font dans certaines familles, et des choses même qui se font confidentiellement pour la protection de la ville. La chose la plus importante, on peut dire, qui montre vraiment la cohésion au sein de la société, au sein des groupes d'âge. Nous sommes ici à Badjindé, en plein cœur de la ville de Tombouctou. Le cadi donne le ton par un dîner à la communauté dans toute sa composante. Suit la rencontre annuelle des camarades d'âge qui est jalousement conservée. Ils tiennent à la consolidation des liens amicaux, à la solidarité des uns et des autres et surtout le pardon pour amorcer la nouvelle année. Là, c'est le groupe Étoile. C'est des gens de 60 ans aujourd'hui, 60 ans et plus. Et une fois par an, on se retrouve pour manger, dîner, causer, échanger, nous divertir, nous amuser et faire revivifier les anciens souvenirs. Chaque année, nous nous retrouvons chez un ami où nous manifestons notre joie d'Ashura. Mais ce n'est pas uniquement pour venir manger ou bien pour venir causer, non. Nous faisons des prières. Après la prière, c'est en ce moment que nous organisons notre bouffe. Nous demandons à Dieu de nous montrer l'année prochaine. Depuis à bas âge jusqu'à l'âge qu'on a atteint ce soir. Et on se retrouve comme si on avait 10 à 12 ans, les mêmes causeries. C'est se distraire et se souhaiter bonne fête. Le Kousou Sassara, c'est un événement où les groupes d'âge se réunissent. Chacun contribue et on organise un festin d'invitation à l'occasion de ce grand jour. C'est pour renforcer leur cohésion, c'est pour renforcer aussi leur connaissance, leurs amitiés, c'est pour renforcer aussi les liens parentaux qui sont entre les gens. Institué par des grands savants d'alors, particulièrement le Kadi El Akib, le Djongoufo ou Koboro, le Norika et le Ngakokungu, autrement dit, ma fortune et mon plat annuel constituent une autre stratégie de renforcer les liens familiaux. Dans les recommandations, il y a 12 choses qui sont recommandées. Mais dans ces 12 recommandations, il y a une partie très très importante qui on demande de renforcer les liens parentaux. Entre les cousins, ce qu'on appelle basse, en réalité c'est un mot arabe, al-basata, c'est-à-dire s'ouvrir pour l'autre. Donc al-basata, donc il faut renforcer le-basata, c'est-à-dire le cousinage entre les gens. Il y a ce qu'on appelle aussi le ngakakungu, ça c'est les grandes-mères et les petits-enfants. Donc eux aussi, ils viennent chez la grand-mère pour venir chercher les ngakakungu, bien manger. C'est des actes aussi liés à la parole qui montrent vraiment l'importance de la relation entre les sociétés. Cet événement de portée religieuse dont le caractère culturel est en perte de vitesse, le grand bain de minuit, le feu allumé par les femmes qu'elles enjambent, le fil de cotonnade qui saigne autour de la tête
et qui est conservée toute la journée tant qu'elles n'ont pas éternué. La conservation des pattes du mouton de la Tabaski, savourées en cette veille, sont autant de pratiques en voie de disparition dans la cité mystérieuse de Tombouctou. Bonne fête à la communauté musulmane. Restons avec la religion et notamment la conférence nationale des oulémas qui dénonce les agissements d'un nouveau courant religieux au Mali dénommé Ahmadiyya. Ce concept est en porte-à-faux avec les textes et préceptes de l'islam. Selon les oulémas, ils appellent les autorités à prendre des dispositions pour stopper les activités de ce courant au Mali. La déclaration des oulémas est lue par Ibrahima Mustafa Djabi au micro de Boubacar Kanouté. La conférence nationale des oulémas, en tant qu'organe habilité à statuer sur les questions religieuses au sein du Haut Conseil islamique du Mali, composée de 80 oulémas choisis dans tous les Mali, a reçu de nombreuses questions religieuses de la communauté musulmane du Mali, de la part d'individus et d'associations islamiques sur la vision de l'islam vis-à-vis du groupe appelé Communauté Ahmadiyya, dont les activités religieuses sont avérées au Mali dans différentes régions. Compte tenu de l'importance de ce sujet et en réponse aux questions des musulmans, la dite conférence a formé un comité scientifique pour étudier le sujet et a publié un document contenant les informations de base à propos de ce groupe. À la lumière de cela, la conférence nationale des oulémas a tenu une session au siège du Haut Conseil islamique du Mali le lundi, journée de Ashura, 1444 Hégire, correspondant au 8 août 2022, vu que les fondateurs de la communauté Ahmadiyya, nommé Mirza Ghulam Ahmad, revendiqua la prophétie et prétendit avoir reçu une révélation divine dans son livre intitulé Barahinu Ahmadiyya, en contraste avec la croyance des musulmans consistant à réfuter toute prophétie après celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vu que la communauté Ahmadiyya ne croit pas que la prophétie soit close avec l'envoi des sceaux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme y croient les musulmans, en vertu du verset suivant, Mohammed n'était le père d'aucun de vos hommes, mais il fit le messager d'Allah et le sceau des prophètes, et Allah est omniscient. Sourate 33, verset 40. Sachant bien que le sceau signifie le dernier prophète, suivant les hadiths, il n'y a point de prophète après moi. Bukhari et Muslim appellent le Haut Conseil islamique, avec toutes ses instances, à œuvrer pour protéger la communauté musulmane du Mali de l'intrusion de ce groupe en son sein. Appelle le Haut Conseil islamique du Mali à chercher auprès du gouvernement, représenté par le ministère des Affaires religieuses, à mettre en œuvre cette vision et à interdire toute exploitation du nom de l'islam par ces groupuscules dans ses associations et ses activités. En image, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale en visite à Alger. Hier, le chef de la diplomatie malienne s'est entretenu avec son homologue algérien. Abdoulaye Diop et Ramtan Lamamra ont notamment évoqué le renforcement de la coopération entre le Mali et l'Algérie dans divers domaines, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali, issu du processus d'Alger, était aussi au menu des échanges. Le ministre algérien a exprimé les félicitations de son pays pour la tenue à Bamako la semaine dernière de la réunion décisionnelle de haut niveau assortie de conclusions pertinentes. 36e session du comité de gestion des activités aéronautiques nationales du Mali. Le comité fait un bilan d'étape des activités menées. La session analyse plusieurs autres documents, des documents relatifs à l'exploitation, aux équipements et infrastructures techniques ou encore aux ressources humaines. Les administrateurs font aussi le point de l'état d'exécution du budget 2022. Fademba Keïta. La dynamisation des activités de l'aviation civile passe par l'accélération de l'exécution du programme d'investissement mis en œuvre afin de maintenir et d'améliorer les outils et infrastructures.
Les administrateurs présents à cette 36e session du comité de gestion des activités aéronautiques nationales du Mali sont donc appelés à établir un bilan exhaustif de l'ensemble des activités mises en œuvre à travers les documents soumis à leur appréciation. Au cours des présentes assises, les travaux porteront sur les points ci-après. L'examen et l'adoption du compte-rendu de la 35e session du comité de gestion, l'examen de l'état d'exécution des résolutions et recommandations de la session précédente, l'adoption des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2020, l'examen du document sur l'exploitation, les équipements et infrastructures techniques ainsi que les ressources humaines, l'examen de l'état d'exécution du budget 2022 au 30 juin, les questions diverses. Pour la délégation chargée des activités aéronautiques nationales du Mali, des contraintes entravent la SECNA à mettre en œuvre de façon effective toutes les activités programmées. On peut dire que malgré le contexte difficile, la délégation a pu tenir ses objectifs et on reste confiant pour la suite. Il s'agit aussi de l'acquisition de beaucoup d'équipements météorologiques pour que la sécurité de la navigation aérienne dans ce qui concerne l'espace du Mali, de maintenir le niveau de l'ensemble de nos contrôleurs sur nos différentes plateformes au niveau recommandé par les organisations internationales. Le responsable du département de tutelle et le chef de la délégation de la SECNA se réjouissent des actions significatives réalisées. Les projets d'investissement comprennent notamment la maintenance de la bande des pistes de Bamako, la réhabilitation des pistes d'aérodrome, les projets d'installation d'une source d'énergie permanente à l'aéroport d'Ignagan de Sikassou. Concernant les bâtiments et infrastructures techniques, l'achèvement des travaux de construction du nouveau siège de la délégation de la SECNA qui nous abrite ce matin, la réhabilitation des bâtiments aux aéroports de Nioro et Yelimani. Les indicateurs sont verts, le taux de disponibilité des équipements est à 100%. Nous avons aujourd'hui migré vers un nouveau bâtiment. Les équipements météo, je vais parler de la météorologie, l'exploitation de la météorologie ont été mis en place. C'est vraiment une prouesse. Les administrateurs sont invités à prendre en compte les projets inscrits au programme d'investissement non encore exécutés. Il s'agit entre autres des travaux de remblayage, de la bande de pistes de Bamako, de la réhabilitation des pistes de Nioro et Mopti, de l'acquisition des véhicules incendies de moyenne puissance pour Sikasso et Tombouctou. À Ségou, rideau sur le 13e symposium malien sur les sciences appliquées. Une rencontre tenue autour du thème « Adaptation au changement climatique, un défi pour une agriculture durable, la sécurité alimentaire et la paix au Sahel ». Le symposium a mobilisé autour des scientifiques étudiants du Mali et d'ailleurs. Les travaux sont sanctionnés par des pistes de solutions pour faire face au changement climatique. Ramata Konaté et Karamoko Traoré. Les chercheurs et étudiants venus de 24 pays de divers continents pour ce 13e symposium n'ont pas du tout chômé durant cette rencontre. Durant les 6 jours de conférence, plus de 160 communications orales ont été effectuées dans 30 sessions thématiques, telles que l'environnement et le changement climatique, l'agriculture, la biochimie et les biotechnologies, la santé, la pharmacopée traditionnelle. En tant qu'environnementaliste, nous avons eu l'impression que la préoccupation sur la protection de l'environnement est devenue une affaire de tous. Et nous sommes vraiment rassurés pour un environnement sain et durable. Au cours de ces 6 jours de travaux, plusieurs pistes de solutions sont dégagées pour s'adapter aux effets du changement climatique. Dans le domaine de l'agriculture, il est possible de renforcer la résistance des agriculteurs et des éleveurs aux chocs et au stress climatique en introduisant par exemple des variétés de cultures et de bétail tolérantes à la sécheresse et aux parasites. On est en train d'aller maintenant vers une agriculture avec de nouvelles techniques qu'on appelle la micro-irrigation, au goutte à goutte. C'est-à-dire qu'on s'arrange à ce que l'eau va directement au niveau de la racine de la plante, donc l'eau ne se perd pas. Que les recommandations et les résultats des différentes communications effectuées au cours de cette semaine servent la cause de l'atténuation des effets liés au changement climatique. Nous n'avons qu'une planète et nous avons le devoir de la protéger.
Ce 13e symposium se ferme donc sur cet appel d'espoir à l'endroit de tous les citoyens pour l'union sacrée, une synergie d'action qui permet de s'adapter aux effets du changement climatique. L'objectif final est de garantir une agriculture durable et asseoir la sécurité alimentaire et la paix au Sahel. Grand format de ce 20h, suite de la série de reportages de la rédaction consacrée à la panafricaine de la femme. Cap ce soir sur Mopti à la rencontre de Madame Fatoumata Dia. Elle évolue dans la pisciculture depuis 4 ans. Madame Dia dit se battre au quotidien pour un objectif précis, assurer son autonomisation. Aminata Touré et Souleymane Tepsougué sont allés à la rencontre de cette brave dame. Dia Fatoumata Dia Ditsira a choisi la pisciculture pour son autonomisation, une activité qu'elle mène judicieusement depuis 4 ans dans la commune de Mopti. Mariée et mère de 4 enfants, Madame Dia s'active à la pisciculture pour son autonomisation, un choix qui colle parfaitement avec le thème de la Journée panafricaine de la femme, édition 2022, portant sur le rôle des femmes rurales dans la sécurité alimentaire et la nutrition. Donala ne kun sigilen do mbala ka télé lajɛ madame Sirembaraye. Un jour, en regardant l'ORTM, j'ai vu une piscicultrice du nom de Madame Sirebara à l'œuvre. Cela m'a beaucoup inspiré, mais je ne savais pas comment faire. C'est ainsi qu'on a cherché un récépissé et bénéficié d'une formation sur la pisciculture. Nous avons commencé cette activité de pisciculture il y a 15 ans sans la participation d'une femme. Au départ, elles étaient au nombre de 8 femmes à se lancer dans cette activité. Aujourd'hui, elles ne sont que 2, Madame Dia à Mopti et Fifi Temeli à Bandiagara. Madame Dia produit des alevins qu'elle vend dans certains cercles comme Bandiagara, Koro, Bankas et Djene. Courageuse et femme battante, son activité de pisciculture qu'elle mène depuis 4 ans a profité à plus d'un. Je paie le gardien. Quant aux autres femmes, nous partageons les bénéfices. Mon souhait aujourd'hui, c'est de voir cette activité piscicole se développer plus. J'ai bénéficié de la formation et cela m'a permis de m'épanouir. Nous consommons les poissons et nous les vendons aussi. C'est grâce à Fatoumata Dia que j'ai embrassé cette activité de pisciculture. Cela m'a beaucoup aidé. J'invite les autres femmes à faire comme elle. Pour réussir ce pari, notre Nyeleni a bénéficié de l'appui de l'État à travers certains partenaires. Au début, je n'avais pas de forage. Il m'arrivait de payer de l'eau par mois à hauteur de 20 000 francs CFA. Grâce à l'appui du projet PADELM, pour un montant de 2 millions, j'ai pu réaliser un forage. À cela s'ajoutent des sessions de formation. La direction fait tout pour que l'écoulement de ces alevins puisse être facile aussi. Elle a eu des kits de reproduction artificielle de clarias et des bacs hors sol. La pisciculture a permis à la ménagère Dia Fatoumata de s'épanouir. C'est pourquoi elle appelle ses concerts à persévérer dans l'effort. Je souhaite avoir une grande entreprise me permettant de former les jeunes filles déscolarisées et les femmes pour leur autonomisation. À la question de savoir comment Madame Dia concilie ses activités et le foyer, elle a un programme bien ficelé. Cette activité de pisciculture ne m'empêche pas de faire face à mon devoir conjugal. Pour la réussite de son activité, le soutien de son époux a beaucoup pesé dans la balance. Quand elle n'est pas sur place, je veille à ce que les alevins soient bien entretenus. Je souhaite aménager
un hectare que j'ai eu à Fatoma pour elle. Madame Dia Fatmata Ditsira demeure un exemple à suivre. Journée de reboisement de 500 plants à Souleymane Bougou à Séyi. Le ministre en charge de l'environnement était là pour encourager les initiateurs. C'est une association du quartier qui s'active au quotidien à la protection de l'environnement. Agibou Koulibaly. Quelques jours seulement après le lancement de la campagne nationale de reboisement par le Premier ministre, l'Association pour le développement de Souleymane Bougou à Séyi procède à une journée de reboisement de 500 plants dans sa cité. Cette activité s'inscrit dans le cadre de nos activités que nous avons inscrites dans notre programme de travail pour 2022. Et la plantation d'arbres était inscrite en lettres d'or parce que nous avons constaté que dans chaque concession ici, il y a des arbres qui ont été plantés, mais hors des concessions, c'est un désert. On a jugé nécessaire d'inscrire cette activité dans ce cadre. Quand vous plantez des arbres, il faut les entretenir. Peut-être couper les arbres et puis trouver les points verts et puis entretenir les points verts. Comme ça c'est le volet qu'ils ont travaillé aujourd'hui. Mais loin de ça aussi, on va contribuer à organiser la collecte des déchets dans cette communauté. C'est ça qui est l'objectif principal. Occasion pour les populations de la cité de Souleymane Bougou à Séyi de présenter quelques doléances au ministre en charge de l'environnement. Cette activité a été créée par l'association de développement Souleymane Bougou pour faire en sorte que dans les années à venir, reverdir entièrement Souleymane Bougou. Et nous allons annuellement renforcer effectivement cette stratégie afin d'avoir un quartier vivable, mais aussi un quartier vert. D'avance, j'annonce que moi-même, je mettrai à la disposition de la commune 2 forages pour les écoles et puis pour la communauté très rapidement. Pour la deuxième phase du reboisement, l'Association pour le développement de Souleymane Bougou à Séyi compte planter 500 autres arbres pour atteindre 1000 plants. Toute chose qui cadre bien avec le programme national de reboisement. Un mot de politique avec le 2e anniversaire du parti Initiative pour la refondation du Mali, IRMA. L'événement a mobilisé plusieurs personnalités politiques et des représentants de la formation politique de la diaspora. Occasion pour le parti IRMA de dresser le bilan des activités menées en 2 ans. Mohamed Kayentao et Tiedia Kamara. Il y a 2 ans que l'Initiative pour la refondation du Mali, IRMA, a été créée. Pour la célébration de ce 2e anniversaire, le parti a réuni à Bamako des centaines de militants et de sympathisants venus de la France, du Gabon, du Sénégal, de la Guinée, du Togo, de la Gambie et de l'intérieur du pays. Occasion pour la jeunesse du parti de dresser le bilan de ses activités. La jeunesse du parti IRMA a procédé à des formations sur plusieurs thématiques, comme l'entrepreneuriat des jeunes et aussi des formations sur la citoyenneté, les devoirs et droits des populations. Le bureau des jeunes a aussi procédé à des dons de kits sanitaires à plusieurs structures de santé à travers Bamako et aussi dans les régions pour participer à la lutte contre le virus de la Covid-19. La réussite de la transition, ça veut dire la réussite de tous les peuples maliens. IRMA, en tant qu'initiative pour la refondation, ne peut pas rester en dehors de ça, parce que pour un Mali meilleur, il faut une refondation. Et je pense que la transition a beaucoup joué. La transition doit être accompagnée. Et nous allons accompagner la transition. Outre les militants de l'IRMA, l'événement a regroupé les représentants d'autres partis politiques. La présidente des femmes du parti invite les citoyens à prôner la paix, l'entente et la cohésion sociale. Dans la dynamique de soutenir la transition, le président appelle la classe politique à s'unir pour faire face aux difficultés du moment. Donnons-nous la main. Minimisons nos divergences du moment pour soutenir la transition. Car c'est assurément le seul créneau dont nous disposons à l'heure actuelle pour fédérer nos ambitions et nos énergies pour le Mali conforté au vent contraire des forces obscures œuvrant à la déstabilisation de notre pays. La cérémonie marquant le 2e anniversaire du parti IRMA a été agrémentée par des prestations musicales de Youssouf Tapo et de Rukia Sakou. Place de l'éducation dans le processus de la refondation au Mali.
thème au cœur d'un débat tenu à Bamako, une initiative des étudiants de Gao réunis au sein d'une association. Le reportage est signé Souleymane Sidibé. Chacun doit jouer sa partition dans la refondation du Mali et l'association des étudiants ressortissants de Gao pour l'entraide a compris le message, d'où l'organisation de la présente conférence avec comme thème la place de l'éducation dans le processus de la refondation de l'État. On avait organisé cette conférence pour pouvoir savoir et connaître notre place même, la place de l'éducation dans cette refondation-là. L'éducation a une place très très importante dans cette refondation. Le thème a été développé par des conférenciers, parmi eux le ministre de la refondation de l'État. Le processus de refondation qui est en cours, pour les circonstances que le Mali traverse aujourd'hui, doit s'appuyer essentiellement sur 3 choses. Essentiellement. Le système de défense et de sécurité, le système de justice que nous pratiquerons, mais aussi le système éducatif. Autant nous aurons trouvé des réponses à ces sujets, nous aurons résolu la question de la crise multidimensionnelle du Mali. Au terme de la conférence, l'association des étudiants ressortissants de Gao a pris bonne note des explications et estime que la refondation de l'État passe par la réforme du système éducatif. Des acteurs en charge des questions de santé sont en conclave pour discuter de la problématique des soins essentiels dans la communauté. Ils échangent sur l'élaboration d'un nouveau plan stratégique pour la période 2021-2025. Le but est d'améliorer la coordination et le suivi des activités de la santé communautaire au Mali. Innaba. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en place du premier mécanisme de coordination de la santé communautaire dans notre pays. Au regard des insuffisances enregistrées dans la mise en œuvre des activités des soins essentiels dans la communauté, telles que la non-fonctionnalité des organes du SEC, l'absence de mécanismes pérennes ont eu un impact dans la réalisation des activités. La vision du ministère de la Santé et du Développement social en matière de santé, c'est rendre accessibles les soins de santé à tout le monde. Et l'une des stratégies pour pouvoir atteindre cette vision, c'est le SEC. C'est pourquoi cette stratégie a été développée et ça a été soutenu par les différents partenaires techniques et financiers. Démarrés en 2011, les soins essentiels dans la communauté sont présents dans 5 régions administratives du Mali: Kay, Koulikoro, Sigasso, Ségou, Mopti, grâce à l'accompagnement des partenaires. Nous n'aménagerons aucun effort pour continuer à supporter, à appuyer la Direction générale de la santé afin que la santé de la population soit prise en charge. Aujourd'hui, nous sommes bien entendu dans la mise en œuvre, si vous voulez, à l'élaboration ou à la préparation de la couverture sanitaire universelle qui est basée rien que sur la santé communautaire, parce que c'est dans la communauté que se trouve la population malienne. Et donc, les activités, en tout cas de SEC, c'est une priorité des activités du ministère de la Santé et du Développement social. À l'issue de la rencontre, plusieurs recommandations seront formulées relatives à l'amélioration de la santé communautaire au Mali. Point Covid du jour. Les services de santé ont enregistré ce lundi un nouveau cas positif sur 445 tests réalisés. On note 2 patients guéris et pas de décès. À ce jour, 8 patients sont sous traitement. Les autorités appellent toujours au respect strict des mesures de prévention contre la maladie à coronavirus. Ce qui nous conduit à la chronique santé de ce lundi. Savez-vous que le ronflement à un certain niveau peut être considéré comme une maladie? La pathologie est appelée ronchopathie. On parle de ronchopathie lorsque le ronflement est permanent, chronique et persistant. Le sujet dans Focus Santé en rediffusion, une réalisation de Baraki Sawatara.
Généralement, le dormeur lui-même ne se rend pas compte qu'il ronfle. Très souvent, il est interpellé par l'entourage quand le bruit devient irritant et insupportable. Quand mon mari ronflait, j'avais l'habitude de le réveiller. Un jour, il m'a fait savoir que je ronflais également, mais j'y ai pas cru. Au Mali, il n'y a pas encore de statistiques, mais selon une étude mondiale, 25% de la population ronfle. Et quand nous prenons cette population, nous ne parlons que de ceux qui sont en couple. Parce que là, ils savent, mais quelqu'un qui vit isolé, des fois, n'est pas pris en compte dans cette étude parce qu'il ne sait pas lui-même qu'il ronfle. Certains diront que le ronflement est signe d'un bon sommeil et profond. Oui, mais là, il s'agit du ronflement qui n'a pas d'impact sur la santé. C'est un ronfleur occasionnel. Par exemple, après une activité sportive très intense, le patient est ainsi fatigué le soir. Cela peut se traduire par un affaissement des voies aériennes et ce monsieur se met à ronfler. Mais une fois qu'il se serait reposé, le ronflement aurait cessé. Mais en réalité, tout ronflement est mauvais car cela veut simplement dire que l'air ne passe pas bien dans les voies aériennes, ce qui peut avoir une conséquence sur la santé. J'ai suivi une émission de santé sur ORTM concernant le traitement du ronflement. C'est pourquoi je suis venue. Normalement, dans la gorge, nous avons des récepteurs qui sont sensibles au passage de l'air. Mais quand il y a une infection ou une masse qui est là, ces récepteurs se trouvent bloqués. Donc, quand il y a un affaissement, ces récepteurs ne transmettent pas normalement l'information du pharynx vers le cerveau. Il y aura un délai. Si vous avez un tuyau qui a ce calibre, par exemple, et que vous avez des amygdales grosses et que le tuyau devient à un tel calibre, forcément, le cerveau ayant besoin de 8 litres d'air par minute va forcer pour faire passer l'air et ça va forcément mettre les parois du pharynx en mouvement et entraîner donc le ronflement. Le ronflement n'est qu'un symptôme de la rhincopathie. Elle constitue la forme la plus grave. Imaginez-vous, il y a des ronfleurs qui ont une intensité jusqu'à 85 décibels. 85 décibels, c'est comme une Jakarta qui ronfle. Et imaginez-vous en couple quand vos têtes sont à peu près à 50 cm. Son diagnostic est posé à travers des interrogations auxquelles le patient se soumet. On vous dit, au cours de la journée, vous arrive-t-il de somnoler ou de vous endormir? Pour chacune des questions, chacune des situations suivantes, indiquez le chiffre qui correspond à votre fréquence de somnolence. Par exemple, on vous dit, je ne somnole pas, 0, je ne somnole pas, 1, faible chance de s'endormir, 2, chance moyenne de s'endormir, et 3, forte chance de s'endormir. Alors, quelles sont les situations? Assis en train de lire. Est-ce que vous dormez? La personne me dira non, jamais, parfois, souvent, toujours. Alors je note. En regardant la télé, donc c'est un ensemble de questions et nous notons cela. Si la personne a 10, ça veut dire là déjà il y a un problème. En ce qui concerne le traitement, on en connaît 4. La première prise en charge est hygiéno-diététique, la deuxième est posturale, la troisième est prothétique et la quatrième est chirurgicale. Ça veut dire avoir une bonne hygiène de vie. Faire du sport, éviter de manger gras, manger avant 19h si possible. La méthode posturale, c'est quoi? Éviter de dormir de préférence sur le dos. Ne pas dormir sur le dos. Dormir soit sur le côté ou sur le ventre. Nous avons ce que nous appelons le côté prothétique. C'est des prothèses. Nous avons tout de suite déjà là une machine qui peut aider, qu'on appelle la ventilation à pression positive permanente. Quand la personne est couchée le soir, nous lui mettons un masque et la machine est branchée, la machine envoie un flux d'air permanent. Et enfin, nous avons ce que nous appelons la chirurgie. La chirurgie, elle consiste en quoi? Ça consiste à faire de la place dans la gorge. Le meilleur moyen de lutter contre le ronflement est d'éliminer ou restreindre les causes. Typiquement, réduire sa consommation de tabac, éviter de boire de l'alcool ou perdre du poids. Et ce n'est pas un mythe, les hommes ronflent plus que les femmes. Focus Santé, une signature de Barakissa Ouattara. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Grand merci à toute l'équipe éditoriale et de réalisation. Je vous retrouve demain avec le même plaisir, Inch'Allah. Très bon moment de télé en notre compagnie. Bonsoir.